Quand tu sais que tu n'es plus aligné avec tes valeurs et que tu veux changer, mais c'est dur de se dire je change de tout au tout. Et je ne savais pas en fait ce que je voulais exactement. Je savais ce que je ne voulais pas, mais je ne savais pas ce que je voulais. Et ça, c'est un travail de tous les jours et je pense que de tout âge d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on doit travailler. Toute ma vie tourne autour de la nourriture, donc je pense que ça, c'est assez asiate. En tant qu'asiatique, on nous a longtemps mis dans des cases. Je suis donc française, j'ai été adoptée et je suis d'origine vietnamienne. Je pense que mon attitude, c'est aussi d'infiltrer tous les espaces artistiques et créatifs avec nos histoires. Et je suis d'origine sino-cambodgienne. Mais moi, mon attitude, c'est de me raconter en tant qu'asiatique. Bienvenue sur Asiatitude, le podcast qui interroge des personnalités asiatiques de France. Pourquoi Asiatitude ? Parce que je pense qu'être asiatique, c'est bien plus qu'une origine. C'est une identité, c'est une fierté, c'est une façon d'être, une attitude ou plutôt des attitudes. Plusieurs choses rassemblent les personnes de la communauté asiatique de France. Nos cultures, nos histoires, mais d'autres sont uniques et propres à chacune et chacun. Je suis Amanda, sino-cambodgienne Tétio, thaïlandaise, de nationalité française. Je vous emmène à la rencontre d'une personnalité asiatique. Et quelquefois, j'invite une ou plusieurs personnes à discuter d'un thème en particulier dans des épisodes bonus. Pour suggérer des thèmes, des invités ou proposer votre témoignage, envoyez-moi un mail. Toutes les informations sont en description de l'épisode. À tout de suite avec l'invité de la semaine. Bonjour Valérie. Bonjour Amanda. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Asiatitude. Moi, je t'ai découverte sur Girls Club Paris, mais sur la page Instagram. Et c'est vrai qu'on a commencé ensemble nos pages Instagram à peu près au même moment, je veux dire. Et du coup, j'avais beaucoup admiré ton travail et notamment la qualité de tes posts. Donc aujourd'hui, je t'invite pour que tu nous parles un petit peu de ta personne. Est-ce que tu peux te présenter auprès des auditeurs et auditrices d'Asiatitude ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Valérie, j'ai 29 ans. Je suis d'origine philippine. Et je suis entrepreneur social et j'ai notamment fondé l'association Girls Club, qui est une association qui accompagne, qui inspire les jeunes femmes et les minorités de genre âgées entre 15 et 25 ans dans l'exploration de leur plein potentiel. Est-ce que tu peux redéfinir ce qu'est une entrepreneur sociale ? Oui, avec plaisir. Donc je qualifie toujours d'entrepreneur social, c'est un peu les personnes qui veulent changer le monde. Donc entrepreneur social, ce sont des personnes qui veulent mettre à disposition, mettre à profit leurs forces et leurs compétences sur un enjeu de société qui nous tient à cœur. Donc moi, par exemple, c'est l'enjeu l'égalité femmes-hommes et les jeunes générations. Et donc, ce sont des personnes qui veulent vraiment changer, que ce soit au niveau social, économique ou écologique aussi. Pourquoi tu penses que je t'ai invitée sur Asiatitude ? Alors, je pense que déjà, il y a la représentation. Donc, comme je disais, je suis d'origine philippine et autour de moi, j'ai entendu tellement peu, ou même pas du tout, pour ne pas dire pas du tout, de femmes asiatiques d'origine philippine. Donc, il y a ça. Et puis, l'entrepreneuriat social, je pense que c'est important d'en parler. À l'école, on n'en parle pas de ce secteur d'activité qui, en plus, représente quand même 12% du PIB français. Je ne sais même pas combien de... Enfin, je crois qu'il y a 200 000, j'espère que je ne me trompe pas sur les chiffres, de bénévoles en France. Donc, de personnes qui s'engagent justement sur un enjeu qui veut changer le monde aussi. Et c'est un secteur, mais dont on ne parle pas, quoi. Et c'est important, parce qu'on peut changer le monde à notre échelle. J'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours et notamment connaître un petit peu la petite Valérie. Est-ce que tu peux la décrire ? Jusqu'où on peut aller ? La petite Valérie, déjà d'une, comme je te l'avais dit quand on s'est rencontrés, je pense que c'était une grande chance pour moi de grandir dans une ville où il n'y avait que des Asiatiques. Pas que, mais bon, majoritairement. Je n'étais pas une minorité. Logne, dans le 77. Voilà. Qui, du coup, si vous googlez Logne, c'est la ville dragon, en fait. C'est la continuité du 13e, etc., etc. Et on salue tous les habitants et on habitantes salue tous de les Logne. lognos et les lognottes. C'est ça. Ah, c'est ça. C'est mignon. Non, exactement. Et j'ai eu la chance, je considère vraiment ça comme une chance, parce que je me suis vraiment pas sentie comme une minorité. Et j'ai trouvé ça vraiment important de grandir dans un environnement où il y avait la mixité sociale d'une, mixité aussi d'origine, etc., de religion, enfin plein de choses. Je me suis vraiment sentie à ma place, quoi. Alors que, comme on l'avait dit avant, quand j'ai commencé à faire mes études à Paris, là, c'était un choc culturel où c'est maintenant, à l'âge de 29 ans, que je me rends compte que, oui, j'étais dans les cases autres, en fait. J'aimerais revenir sur ton histoire familiale qui fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves en France. Du coup, c'est mes parents qui ont immigré en France. Donc, ils ont quitté les Philippines, tous les deux, qui ne se connaissaient pas du tout. Ils sont connus en France vers l'âge de 18-20 ans. Ils ont quitté leur famille pour venir en France, ou du coup, pour avoir un meilleur avenir.
pour leur famille aux Philippines, mais aussi pour leur future famille à construire ici. Et qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents auparavant? Alors, ma mère était dans le tourisme aux Philippines et mon père était ingénieur. C'est ça qui me tue, c'est qu'ils étaient vraiment tous les deux diplômés jusqu'aux dents. Et arrivé ici, pas du tout, quoi. Tu pouvais pas du tout faire ce métier-là. L'équivalence. Ouais. Et pas reprendre tes études non plus parce que tu ne parles pas la langue. Donc mes parents, le cas classique, l'histoire de personnes immigrées, c'est plus des aides au foyer, aides au ménage, etc., etc. Et avant, j'en avais honte aussi, tu vois. Quand tous tes amis te demandent tes parents ils font quoi, moi c'était j'ai inventé un truc qui soit classe. Et maintenant en fait non, pas du tout. Et au contraire, tu vois, ça explique en toi une certaine résilience et te sortir aussi d'un milieu. Complètement. Quand je voyais mes parents trimer comme pas possible et après nous dire voilà. Et c'est ta force en fait finalement. Quand j'en parle avec toi, je me dis ouais, je me rends compte, tu vois. Cette détermination, je sais pas du tout d'où elle vient, mais en effet, c'est quand j'analyse un peu le vécu de mes parents et je me dis waouh. Ce que tu as pu constater d'eux. Et le sacrifice, bien sûr. Et le sacrifice et cette force de... Enfin voilà, mes parents, ils enchaînaient des boulots, ils n'en avaient pas qu'un seul, tu vois. C'est pas des bureaux où ils travaillent. Donc ouais, il faut être fier de ça et il faut les célébrer encore une fois. Et ça, je ne l'ai pas du tout fait avant là, à 29 ans. Donc moi, j'essaie de le faire maintenant, de me rattraper, quoi. Donc la petite Valérie, elle a baigné et grandi dans un environnement cosmopolite. Et comment tu la décrirais, ses rêves d'enfant? Alors, mes rêves, je me rappelle très bien que je voulais être vétérinaire quand j'étais plus jeune, mais j'étais très nulle en maths. Donc, c'était tout de suite, voilà. En plus, mes parents, ils ont immigré des Philippines, du coup, ils avaient 18-19 ans. Ils sont connus ici. C'était vraiment pour fuir la pauvreté du pays. Si vous connaissez un peu la communauté philippine, les femmes sont plus des infirmières, par exemple, et les hommes sont plus dans les bâtiments, etc. Ça, c'est le destin que tu as aux Philippines. Je ne veux pas généraliser, mais c'est généralement ça. Et ici, du coup, ils voulaient un meilleur avenir, rien que pour leurs futurs enfants, etc. Et pour après envoyer de l'argent au pays, quoi. Ils se sont rencontrés ici, ce qui a donné moi, du coup. C'est maintenant que je me rends compte qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices, en fait. Et ça, c'est une pression sociale que j'ai toujours eue. Enfin, c'est une pression, vraiment. Il fallait que je sois bonne en tout, à l'école, avec les amis, comment je me présentais, etc. Bon, déjà d'une, parce que j'étais une fille, mais aussi parce que mes parents avaient mis cette pression sans s'en rendre compte, en fait, je pense. Mais je leur en veux pas du tout, hein. Mais c'est maintenant que je m'en suis rendu compte, c'est pas à l'âge de 4-5 ans, quoi. J'étais très timide quand j'étais plus jeune, ce qui m'étonne encore pourquoi je suis dans la communication, etc. Parce que j'ai fait un BTS communication après. Mais je suis sortie vraiment de ma zone de confort. Timide, mais aussi déjà déterminée, je dirais, dans le sens où quand on me disait non à un truc, je pouvais pas... ok, tu me dis non, je vais te prouver par A plus B que je peux y arriver, quoi. Mais j'avais pas les mots avant pour le dire. C'est maintenant quand j'observe la petite Valérie. Plutôt timide, introvertie, mais à côté de ça, avec une volonté... Avec une volonté déterminée, quoi. Deux choses... D'obtenir ce que tu voulais. Exactement, ouais. D'accord. Du coup, tu nous parlais un petit peu de ton parcours. Est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours académique et ensuite le parcours professionnel qui fait que tu en es à être entrepreneur social? Donc au collège, j'étais mauvaise élève. Franchement, j'ai failli redoubler. Au lycée, ensuite, je me suis reprise en main. Parce que je pense qu'au plus, au lycée, tu choisis davantage, tu te spécialises déjà. Et moi, c'était marketing, directement, communication. Je savais que je voulais travailler dans la mode, parce que j'étais dans la mode avant d'être entrepreneur social. Le luxe m'a toujours attirée, mais je n'avais aucune représentation autour de moi. Personne dans mon entourage travaillait là-dedans, quoi. Donc, j'ai eu mon bac. Ensuite, je suis allée en BTS communication pendant 2 ans. Et à l'issue de ça, donc c'était 2 belles années où j'avais vraiment... Dès que je pense tu trouves la voie que tu veux faire, tu y vas à fond, en fait. Donc, j'étais très bonne élève, première, deuxième de ma classe, etc. Ensuite de ça, comme je savais que je voulais être dans le luxe, j'ai fait un master en fashion business, en fait. Et ensuite, tout est allé très vite. À l'issue de cette première année, je suis allée en stage à l'étranger, à Londres. Et pendant ces 6 mois, en fait, à la fin de ces 6 mois, ça s'est très bien passé. Ça s'est vraiment confirmé que je voulais être dans ce milieu-là. Et j'avais 18 ans. Hein. C'était la première fois que je partais de la maison, donc je partais de Logne, etc. Et de là, on m'a proposé un job, en fait. Et là, c'était un peu le tournant un peu de ma début de carrière, parce que entre tes parents qui veulent vraiment un avenir sûr et certain, où la sécurité financière sera là, moi, m'ont dit continue tes études, des autres opportunités, tu en auras d'autres. Et moi, en fait, j'étais vraiment tiraillée par ce que mes parents voulaient, ce que moi, je voulais au fond de moi, quoi. Donc finalement, je me suis écoutée. Je ne peux pas expliquer comment j'ai fait. Comment tu as trouvé la force et quel a été le déclic. Ouais. Et donc, j'ai accepté ce poste. Donc, ça m'a menée à 2 ans à Londres dans cette même boîte où j'ai vraiment grandi, 18, 19, 20 ans. C'était pendant ton BTS, du coup? C'était pendant mon master dans le luxe. Donc, je ne l'ai pas continué, en fait. J'ai eu mon BTS com. Donc, j'ai eu ce BTS. Je me suis spécialisée dans le luxe ensuite. Et tu as enchaîné donc un travail à Londres?
sans repère, sans forcément avoir de relations et d'entourage qui habitent là-bas. Ouais. Et quelles difficultés tu as rencontrées dans justement cette expérience-là? Première fois que je quittais le cocon familial, déjà d'une. L'anglais, j'étais bonne en anglais, mais jamais à parler 100%, où tu n'avais pas de pause. Voilà, c'était mon premier stage en plus. J'avais jamais fait de stage en vrai, à part les petits stages de troisième, etc. Donc, tu avais le code du travail, comment te comporter aussi. Aussi à Londres, c'est à côté, mais ça reste une autre culture, quoi. Et après, sinon, la solitude du début, où quand tu as 19 ans, en effet, tu connais personne dans une ville, tu appelles souvent tes parents, du coup, mais tu veux pas les inquiéter non plus. Donc, beaucoup de solitude au début. Mais après, tu grandis très vite, tu n'as pas le choix, en fait. Et du coup, après cette expérience-là, tu es revenue en France directement? Je suis revenue en France au bout de 2 ans. Et en fait, grâce à ce job-là à Londres, j'ai trouvé un travail dans une grande agence de RP, Relations Presse, dans le luxe, qui s'appelait Carla Auto. Et ça, c'était une opportunité vraiment incroyable, quoi, parce que littéralement, quand j'observe mon parcours, c'était grâce aux expériences passées que j'ai eues, du coup, le parcours que j'ai eu là, quoi. Et ça m'a beaucoup aidée, parce que comme je te disais au début, j'ai personne dans ma famille qui travaille dans le luxe ou dans la mode, quoi. Même pour mes parents, c'était pas du tout une voie qu'ils auraient aimé que j'entreprenne. Bon, maintenant, comme j'ai réussi, ils sont ravis. Mais c'était sans du coup avoir les mentors ou les personnes qui m'ont aidée et ont cru en moi. C'est surtout ça. C'est que moi, je voyais pas du tout ma capacité à cet âge-là, quoi. Et les gens ont vu en moi, du coup, les capacités que j'avais et m'ont référé, etc. Et c'est de là, en fait, où c'est parti, quoi. Donc, 3 ans dans cette agence de communication, très bien passé. Mais vers la fin, je commençais vraiment à me perdre avec mes valeurs, en fait. J'étais plus du tout dans le prolongement de... La Valérie n'était plus du tout... Et pourquoi ça des choses en entreprise, enfin des expériences dans cette entreprise-là, tu as eu une mauvaise expérience? J'ai pas eu une mauvaise expérience dans cette entreprise précisément, mais il faut dire que, bon, je pense que comme tous les milieux, le milieu du luxe et de la mode, c'est des paillettes, mais c'est aussi un monde de requins. Comment ça se traduit? C'est beaucoup de compétition déjà d'une, et c'est beaucoup dans le paraître. De loin, je pense qu'on veut rentrer dans cette sphère-là, dans ce milieu-là où ce sont des soirées de cocktails, ce sont des défilés, et on te met tout de suite dans un moule, en fait. Soit tu fites, soit tu fites pas, en fait. Et j'ai réussi à fitter, à mes risques et périls, du coup. J'ai adoré, attention, j'ai vraiment aimé ce milieu-là, et c'était mon grand rêve, ce que j'appelle vraiment mon rêve de petite fille. Je l'ai réussi à ce moment-là, et là, j'arrive à mon rêve d'adulte, on va dire, avec l'entrepreneuriat social. Mais je m'étais perdue à un moment donné, en fait. J'étais plus alignée avec mes valeurs, j'étais une autre personne. Et c'est là, en fait, qu'a commencé un peu le burn-out que j'ai eu en... À quel âge? C'était en 2016. Burn-out, où j'ai commencé vraiment à... C'était plus moi, quoi. J'étais violente, même quand je parlais à mes supérieurs. Ça m'a valu d'être convoquée chez les RH, quand même. Enfin, c'est quand même quelque chose. Et sachant que je pense qu'eux voyaient tout à fait que c'était pas du tout moi, quoi. Donc ça, c'était vraiment une prise de conscience où, en fait, je m'étais dit, tu n'es plus toi-même. Même, je commençais vraiment à me détacher de mes vrais amis, de mon mec, etc., etc. Et puis finalement, je m'étais perdue. C'était un trou noir, en fait. Et puis après, prise de conscience, je ne sais pas ce qui m'est vraiment arrivé. Je pense que j'ai commencé vraiment à perdre ces personnes importantes pour moi et à me perdre moi-même. J'ai commencé la psychologie. J'ai consulté une personne professionnelle parce que du coup, j'avais 25 ans peut-être. Et quand tu te dis, waouh, c'était mon rêve de petite fille, j'y suis, j'ai atteint le Graal et en fait, je ne suis pas heureuse, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Donc, il y avait ça. Et puis finalement, donc, grâce à cette thérapie, ça m'a aidée. Pendant combien de temps? Je suis toujours pas avec le même psy, mais c'est encore un truc maintenant que je suis. Mais ça a été tout un... Je sais pas, je pourrais pas dire... Les premiers mois étaient très durs. 3 mois. Et ensuite, je suis partie à l'étranger, justement. Mais je dirais ça a duré 6 mois. Mais ça a fait 3 mois de gros chocs où, du coup, j'ai dû me recadrer et une prise de conscience. Et après, j'ai continué un peu plus tard, quoi. Est-ce que tu conseillerais la thérapie aux personnes qui sortent de burn-out ou ils sont en plein burn-out? Complètement. La santé mentale, c'est tellement important. En fait, ce que je trouve, c'est que tout ce qu'on ne voit pas, en fait, on pense tout de suite que ça va aller, enfin, on peut le guérir, alors que dès que tu saignes, là, en fait, tu te mets un pansement, et alors que la santé mentale, c'est dans ta tête, ça se voit pas, et tu dis ça va passer, mais en fait, non, ça va pas passer, il faut que tu en parles, il faut que tu déconstruises, il faut que tu vides, en fait, tout ce que tu as. Et beaucoup, à ce moment-là, c'était beaucoup une recherche d'identité, d'ailleurs, je l'ai pas dit. Dans le milieu où j'étais dans la mode, oui, il y avait de la mixité culturelle, mais c'était pas non plus extraordinaire, quoi. Et à ce moment-là, justement, comme j'avais grandi très vite, j'étais sortie de ma communauté à Logne. Et ensuite, à Londres, il y avait plus de mixité aussi. Je reviens en France. Moi, en tant que femme asiatique, je me cherchais complètement, quoi. Je pense que c'était beaucoup, justement, une grande part de mon burn-out aussi, parce que je me cherchais, je me connaissais pas du tout.
Comme tu as baigné déjà dans le milieu très cosmopolite, ensuite tu es allé à Londres directement et après quand tu reviens en France, dans le milieu de l'entreprise, en plus quand tu montes dans les études et tu vas dans d'autres sphères d'entreprise, tu te rends compte que tu n'es pas vraiment représentée ou c'est pas un critère primordial d'être une femme asiatique. Sur le coup, à ce moment-là, je ne faisais pas du tout attention. C'est maintenant, encore une fois, que je fais toutes les déconstructions et que je m'accepte en tant que femme asiatique, philippine, etc., que je m'en rends compte. Mais à ce moment-là, non, tu te le dis pas, en fait, tu vois. Parce que d'une, déjà, bon, je sais plus, c'était en 2016, il n'y avait pas tout cette prise de conscience prise par la société de nouvelles personnes comme que tu fais, tu vois. Et je trouve ça très, très important, quoi. Est-ce que tu as pu en parler à ton entourage, le fait d'aller consulter ? Pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est pas quelque chose qui est dans la culture philippine ? Non. C'est pas du tout, tu sais, se réunir autour d'une table et discuter un peu de ta journée avec ta famille ou de qu'est-ce qui se passe de bien, qu'est-ce qui se passe de mal. Enfin, voilà, tout ce qu'on ressent. C'est pas du tout, moi, une culture ou une éducation que j'ai eue, quoi. C'est ça que je veux dire. Et en fait, déjà, dire que tu as une faiblesse, en tout cas dans ma famille, c'était pas très bien vu, quoi. Je leur en veux pas à mes parents, mais en tout cas, je sais que maintenant, c'est quelque chose sur lequel je travaille avec eux, tu vois. Mais en tout cas, j'ai pas baigné là-dedans, quoi. Donc non, dire que je consultais une psychologue, en plus c'est pas donné, hein, que je voyais quelqu'un, c'est pas quelque chose que j'ai mentionné, non. Mais par contre, récemment, là, comme j'ai repris de la consultation, je le dis pas à mes parents, mais je le dis à mon frère, par exemple, ou à mon mec, etc., ou à mes amis. Tu libères la parole sur ce sujet qui peut être tabou. Parce que même moi, je suis prête à en parler davantage. Mais à l'époque, non, quoi. Quand j'avais 25 ans, pas du tout. Et du coup, suite à cette thérapie, quel a été ton cheminement pour devenir du coup entrepreneur social ? Parce que je pense qu'il y a quand même un lien à faire entre les deux. Complètement. Déjà, d'une, ce qui est un peu aussi un grand lien avec Girls Club, ce qu'on fait, c'est que sur les bancs de l'école, de 0 à 18 ans, tu n'apprends pas du tout à te connaître, en fait. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses ? Et d'ailleurs, tu sais, on t'apprend à lire, à écrire, etc. Mais on t'apprend pas du tout à connaître. On appuie davantage, d'ailleurs, sur tes faiblesses, sur ce que tu ne sais pas faire, que sur ce que tu sais faire de bien. On n'accentue pas, quoi. Et ça t'empathie tout au long de ta vie, en fait, tu vois. Donc, grâce à la thérapie, ça m'a aidé, du coup, moi, à me connaître davantage. C'était pas non plus un bilan de compétences que j'ai fait avec la psy, mais ça m'a aidé vraiment à comprendre qui j'étais, qui est Valérie, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs. Parce que ce qui est important de dire, les valeurs, on en parle à foison, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et finalement, les valeurs, ça guidera vraiment tous tes choix dans la vie, hein, pro et perso. Et donc, elle m'a aidée à m'accaparer mon récit, en fait, vraiment à me dire, OK, je suis Valérie, voici mon histoire, mon héritage, etc. Et voici ce que je vais en faire, comment je vais me présenter, quoi. Et ça, c'est important. On n'en fait pas du tout un cours dans l'éducation. Et donc, comme j'ai fait ça, donc j'ai commencé à m'écouter, je suis partie de là où j'étais, j'ai démissionné carrément. Donc là, Et comment tu passes le pas de démissionner ? Alors là, c'est une question que j'ai déjà eue et je peux même pas te dire. En fait, quand tu sais ce que tu ne veux pas, dès que tu identifies ça, en fait, je pense que là, OK, ça, je ne veux pas. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Bon, attention, j'ai essayé de faire une rupture conventionnelle, hein, mais on m'a sorti le discours un peu classique du non, on va pas te le donner parce qu'on tient à toi et qu'on tient à tes compétences. Donc moi, bref, j'ai continué à m'écouter et j'ai dit non, j'ai démissionné. Et c'est de là, en fait, où je suis partie 1 an en Australie. Enfin, je m'étais demi-écoutée parce que j'ai démissionné, je suis partie 1 an en Australie et j'ai travaillé dans la communication, dans la mode, toujours. Alors que pourtant, j'avais déjà cette petite voix qui me disait il est temps de faire quelque chose de plus grand et autre chose, en fait, qui a du sens pour toi. Donc, j'ai fait 1 an ça, un mini burn-out là-bas, quand même, faut le dire, ça m'a suivi. Mais comme j'avais déjà les outils avec ma psy, j'ai réussi à l'identifier vite, en fait. Ça qui est important, c'est que dès que tu fais un burn-out ou autre chose, une autre maladie santé mentale, et ben, dès que tu identifies, en fait, et ben là, tu sais, tu as les outils par la suite. Parfois, tu as besoin d'être accompagné quand même, c'est important. Mais parfois, tu peux y arriver seule aussi, au tout début, du moins. Donc, j'ai fait ce mini burn-out en Australie, super cadre en plus, mais du coup, je suis partie de là. Ensuite, j'ai fait 1 an en Nouvelle-Zélande, où là, j'ai commencé à m'écouter. Et en fait, je m'étais dit, la mode et le luxe ne sont plus du tout ta passion, là, sur le coup. Donc, j'ai fait complètement autre chose. Travailler dans un spa, rien à voir, mais c'était très sympa. Et puis, de retour en France, après, j'ai commencé un peu à m'écouter déjà, mais quand tu sais que tu n'es plus aligné avec tes valeurs et que tu veux changer, mais c'est dur hein, de se dire je change de tout au tout. Et je ne savais pas en fait ce que je voulais exactement. Je savais ce que je ne voulais pas, mais je ne savais pas ce que je voulais. Et ça, c'est un travail de tous les jours et je pense que de tout âge d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va travailler, quoi. Et du coup, après donc ces expériences-là où tu t'es un petit peu plus rapproché du bien-être ou plus de l'écoute de toi-même, en fait, tu as décidé de créer Girls Club. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Alors, Girls Club, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, quand je suis revenue de Nouvelle-Zélande, j'ai travaillé 1 an dans une grande
entreprise de luxe. Et là, en fait, parce que c'était des raisons financières, hein, et puis aussi c'était ma passion, c'était un peu pour boucler la boucle. Et puis finalement, j'ai dit non à un CDI, mais encore une fois, sans savoir vraiment ce que je voulais. Donc j'ai dit non. Et là, je m'étais dit, Valérie, c'est bon, prends ton temps. Donc j'ai repris la thérapie. Et là, j'en avais vraiment besoin. C'était en novembre dernier, en novembre 2019. Et si tu veux, quand je n'avais plus cet engrenage métro, boulot, dodo, stratégie, présentation, etc., j'étais livrée à moi-même. Et je me rappelle très bien, je m'étais dit, Valérie, prends le temps pour toi, reprends la thérapie, éduque-toi sur beaucoup d'autres différents sujets qui t'animent depuis longtemps, mais que tu ne prends jamais le temps de faire. Et en fait, si tu veux, j'ai commencé à ouvrir une sorte de porte où... je vais vraiment aller droit au but, hein, mais en fait, j'ai vu tous les maux du monde, MAUX, tous les problèmes qu'on avait dans la société, en fait. Et que ce soit, tu sais, les guerres climatiques ou guerres politiques, etc., mais aussi le harcèlement de rue, les viols, plein de choses. Et en fait, ça m'a vraiment bouleversée à tel point que je suis tombée dans une très, très, très forte anxiété, pour ne pas dire un début de dépression. Et en fait, je sortais plus de chez moi. Pour moi, la maison, c'était l'endroit le plus safe, on va dire. Donc, je vais aller plus en avant. Et en gros, j'ai pris une prise de conscience. Donc, grâce à la thérapie, ça m'a beaucoup aidée, encore une fois. Et de là, en fait, je m'étais dit, en fait, je ne dois pas me laisser faire. Et je dois prendre toute cette énergie, qui soit négative ou positive d'ailleurs, pour en faire quelque chose. Et c'est là que j'ai commencé, du coup, à me dire, je pense que j'ai des capacités, je connais mes forces maintenant, etc., que j'aimerais, à mon échelle, faire quelque chose pour pallier à ça, quoi. Je ne trouverai pas forcément toutes les solutions à tous les problèmes du monde, hein, mais que je peux y arriver à mon échelle. Et c'est pour ça que c'est important, je trouve, d'identifier l'enjeu de société qui, toi, t'anime et qui t'énerve un peu, quoi. Et ça, c'est en te confrontant. Comment t'identifies ta raison, en fait, ton deep why, tu vois ce que je veux dire? Oui. Comment tu identifies ce qui va t'animer tout au long de ta vie? Ça, je ne l'ai pas fait toute seule, encore une fois. Et ça, il ne faut vraiment pas avoir de soucis pour dire que tu as besoin d'aide. Et en fait, ce que j'ai fait, donc, comme j'ai été beaucoup suivie en thérapie, pour la petite histoire, je pensais que je voulais être psychologue à un moment donné, avant de vouloir être entrepreneur social. Donc, j'ai fait des cours de psychologie, etc. Et cette personne, très, très bienveillante, m'a dit, mais tu connais Ticket for Change, qui est une association qui aide justement les personnes à être acteurs du changement. Et je fais non, je ne connais pas du tout. Et bon, j'y vais. Et en fait, j'ai fait ce week-end d'exploration avec eux. Et ça m'a tellement apporté. Et en effet, c'est là que j'ai appris quel enjeu de société m'animait le plus. Parce que tu vois, je pense que les personnes qui se rendent compte qu'ils veulent changer le monde, on veut changer beaucoup de choses. Mais on n'est qu'une personne, on n'a que 2 bras, on n'a qu'un cerveau, en fait. Et c'est très oppressant. Je pense que ça te bouffe. La charge est énorme. La charge est énorme. Tu te mets une pression à toi toute seule. Et en fait, tout un parcours a été fait. Il y a beaucoup de choses. Je pourrais pas dire, c'est vraiment le week-end de Ticket for Change m'a beaucoup aidé. Donc, je conseille pour les personnes qui écoutent, si vous avez cette envie de changer le monde et vous ne savez pas quel enjeu de société vous anime le plus, vous énerve, quoi, et ben, faites Ticket. C'est vraiment pas une promo, je suis pas du tout payée pour faire ça, mais c'est vraiment, ça m'a beaucoup changé la vie, vraiment. J'ai eu foi en l'humanité, en fait, quand j'ai vu dans une pièce une trentaine de personnes de tout âge, etc., qui avaient les mêmes envies que moi et les mêmes questionnements que moi de vouloir changer le monde, en fait. Et là, ça redonne vraiment, ça m'a réchauffé le cœur. Parce que quand tu es, comme je te disais, dans toutes ces notifications de news, de mauvaises nouvelles, parce qu'encore une fois, on peut parler des médias aussi. Les médias, ils ne transfèrent que... C'est très anxiogène. Exactement, c'est très anxiogène. Il faudrait des médias un peu plus vraiment qui donnent des bonnes nouvelles, quoi. On en a besoin. On a besoin des deux. Et donc, je pense au week-end-là, tu as des ateliers. Et notamment cet atelier qui m'a beaucoup impacté sur définir tes enjeux de société. Et en fait, l'idée étant, c'est qu'il y a différentes photos en fait, d'enjeux de société. Et normalement, ces photos ne sont pas tout beau, tout rose. Ce sont vraiment les enjeux qui donnent du sens et qui t'impactent. Et tu vas directement dans ces visuels-là. Et en fait, tu dois pendant 20 minutes te préparer à dire pourquoi est-ce que tu as pris cette photo-là. Et après, tu te présentes devant tout le monde et tu dois le dire. Et ça, déjà d'une, prendre la parole, verbaliser, le matérialiser, c'est très... Face à des inconnus en plus. Face à des inconnus. C'est juste incroyable. J'ai pas d'autre mot que waouh, parce que c'est la première fois que je m'étais dit, en fait, oui, moi, c'est les plus jeunes, c'est l'égalité femmes-hommes sur lequel je veux m'atteler, quoi. C'est vrai que c'est une association qui est plus destinée aux personnes de 15-25 ans. Exactement. Pourquoi cet angle ? Alors, 15-25 ans, déjà d'une, parce que c'est la tranche d'âge où on fait le plus de choix, on te demande de faire le plus de choix pro ou perso, et qui vont te positionner déjà sur la position que tu vas avoir dans la société au futur, quoi. Et aussi, c'est à cet âge-là qu'on ne t'accompagne pas du tout dans tout ce que je viens de dire tout à l'heure, tu vois, sur qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que je n'aime pas, etc., etc. Quelles sont mes forces, quels sont mes talents, parce que tout le monde a des talents, en fait. Comme je te disais tout à l'heure, on te bassine davantage sur tes faiblesses que sur tes talents. Et parfois, c'est très difficile. Tu sais, dans les entretiens, on te dit quelles sont vos forces. Et faiblesses, ouais. Ouais. Et je pense que tous les RH peuvent dire... et défauts. Les qualités et défauts, exactement. Et je pense que tous les RH pourront dire que tout le monde dit les mêmes choses, limite, quoi.
C'est pas des choses... c'est pas authentique. C'est bateau, pas, quoi. C'est bateau. sûr. C'est pas authentique. T'as envie c'est d'être pas perso. prise, en fait. Ouais, exactement. Cette question, elle veut tellement rien dire. Elle veut tout et rien dire, ouais. Elle peut dire quelque chose si la personne se connaît davantage et te dit vraiment des talents qu'il, elle, aura identifiés. Ouais, mais déjà, en fait, le rapport de force lors d'un entretien, il n'est pas le même. Donc, tu as envie qu'on te prenne, a priori, si tu as passé un entretien et que tu as postulé. Enfin, si tu as postulé et après, on t'a pris. Mais oui, cette question, moi, je le dis, hein, franchement, elle veut rien dire. Et surtout, c'est avec l'expérience et avec des choses très pragmatiques où tu te rends compte, en fait, de les qualités et défauts que tu peux avoir, tu vois, face à une situation donnée. Je pense que c'est une question déjà qui te déstabilise. C'est pas la réponse forcément qu'on attend. C'est plus la manière dont la personne, en tout cas, va se défendre. Va prendre la parole et se défendre sur ça, quoi. Je suis mitigée sur le sujet. Est-ce que la question, elle est vraiment bien fondée, tu vois? Est-ce qu'on veut vraiment connaître tes talents, ce que tu vas apporter à l'entreprise, ou est-ce qu'on veut juste te déstabiliser et voilà, quoi. Avoir la répartie. Du coup, qu'est-ce que concrètement l'association propose? Alors, l'association, donc on a 3 programmes qu'on met en place et des événements. Parce qu'en fait, notre but, c'est vraiment d'éradiquer tout ce qui est l'autocensure, syndrome de l'impostrice, etc., que les femmes, il faut le dire, et les minorités de genre rencontrent davantage. Et si tu me permets, je voudrais juste m'arrêter sur le terme minorité de genre. Si tu veux, la valeur inclusivité est très, très forte chez Girls Club. Et minorité de genre inclut en fait les hommes trans, les femmes trans et les personnes non binaires. Ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que les hommes trans, donc les personnes assignées femmes à la naissance, qui se rendent compte dans leur vie finalement qu'ils se représentent plus hommes, vont quand même avoir tout ce conditionnement qui va rester. C'est pas que tu vas avoir un physique plus masculin, que tu vas te dire ok, patriarcat, ou etc. Tout ce qu'on vient de dire, l'autocensure, de la peur de prendre la parole peut-être devant la mixité ou autre chose, ça va rester en fait. Donc c'était très important pour nous de très, très inclusif là-dessus. Et il y a beaucoup d'associations LGBT qui accompagnent déjà sur l'identité, etc. Mais il y a un autre truc après en fait. Il y a tout ce qui est... en quoi est-ce que je suis douée, qu'est-ce que j'aime faire, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que c'est très important pour nous de leur parler également. Et donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on fait? On a un premier programme qui s'appelle le programme IAM. Donc ça, c'est un parcours de 4 jours. On les aide vraiment à se recadrer. C'est-à-dire, encore une fois, on te promet vraiment qu'à la fin de ce programme-là, tu vas savoir qui tu es, quoi. Quels sont tes talents, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, etc. Et on fait attention au fait que à la fin de ce parcours, on ne te promet pas que tu vas savoir que tu vas être vétérinaire, avocate, etc. Mais du moins, tu auras les outils qui vont te servir à t'orienter davantage, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes, je m'inclus encore dedans, hein, mais qu'ils subissent davantage leur orientation qu'ils le vivent, tu vois. Donc, il y a ça. Ensuite, tu as le programme Mentor Matching, qui est un programme de mentoring. Là, ça a vraiment pour but de sensibiliser à la mixité des métiers qu'il peut y avoir, surtout dans les secteurs où il y a très peu de femmes ou de minorités de genre, dans la tech, dans la science, etc., dans la politique, ouais, j'ose le dire, dans la politique où il n'y a pas encore assez de femmes. Donc ça, c'est le programme de mentoring. Et comment il se passe ce programme? Donc, c'est sur 3 à 6 mois. Enfin, on a 3 promos par an. Il faut candidater et à l'issue de ça, en fait, dès que tu es sélectionné, on en sélectionne 10, et on te trouve, selon tes besoins, etc., un ou une mentor, selon le secteur souhaité, etc. Donc, ça dure 3 à 6 mois. Troisième programme, c'est Stronger Together. Donc, Stronger Together a pour objectif d'ouvrir à l'international. Les générations actuelles sont les générations les plus connectées. On l'est tous, hein, connectés sur les réseaux, etc. Mais on n'en fait pas grand-chose, en fait, à part de mauvaises choses, si je peux dire ça. Et une jeune fille ou une minorité de genre vivant en Inde, en Australie, en France, en Algérie, n'importe, va se poser les mêmes questions, tu vois, qu'on se pose à 15-25 ans, sur qu'est-ce que je veux faire plus tard dans ma vie, qu'est-ce que j'aime faire, la prise de parole aussi, tu vois, l'art oratoire, des choses qu'on ne nous apprend pas non plus. Et pourquoi ne pas nous unir, en fait, discuter ensemble, apprendre les cultures de chacun et chacune pour grandir justement ensemble là-dessus, quoi. Savoir comment une personne qui vit en Inde perçoit tout ce qui est la légitimité, la prise de parole pour une femme, il y a beaucoup de choses qu'elle pourra apprendre de chez nous ou inversement, tu vois. Et il y a une force, je trouve, là-dessus. Et bien sûr, c'est encore une fois une vocation à s'ouvrir à l'inter, donc c'est-à-dire, on ne sait jamais, tu vois, moi, Valérie, 15-25 ans, je peux rencontrer ma future associée qui vit aux États-Unis et puis on ouvrira quelque chose d'incroyable ensemble, quoi. C'est très complet, en fait, ce que tu proposes. C'est un fil conducteur, en effet, ouais. Parce que dès que tu fais un programme, normalement, tu passes à la phase d'après. Ouais, exactement. Et du coup, pour mettre en place un projet aussi ambitieux et complet, quelles difficultés t'as rencontrées? Premièrement, tu es seule quand tu crées un projet comme ça. Il faut, du coup, savoir t'entourer des bonnes personnes. Alors, quand je dis des bonnes personnes, c'est qui ont des compétences qu'ils et elles veulent mettre à profit dans l'association et dans la cause, tu vois. Donc, il faut savoir t'entourer d'une équipe qui saura, du coup,
qui saura compléter les forces que tu n'as pas. La chance que j'ai actuellement, c'est que vraiment, donc on est 17 dans l'équipe, ce qu'il faut savoir, et on n'a même pas 1 an. Donc c'est ça qui est incroyable. Je pense que dès qu'une cause parle, les personnes sont sensibilisées, ils vont venir avec toi et tirer tout le monde vers le haut, en fait. Donc déjà, c'est une équipe, parce que tu peux rien faire seul, ça c'est sûr. Ensuite, il y a tout ce qui est, on en parlait tout à l'heure, c'est tout ce qui est côté financement aussi, tu vois. Moi, ce qui m'a beaucoup attristée au tout début, c'est que malheureusement, je veux changer le monde, mais pour changer le monde, il faut de l'argent aussi, quoi. Et ça, c'est la vérité. Donc pour ça, il y a des subventions publiques, privées, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'es pas la première à faire ce que tu fais. Il y en a d'autres qui sont là depuis 5 ans, 7 ans, 10 ans, etc. Et elles ou eux sont déjà bien implantés, ils connaissent déjà tout le monde. Donc la difficulté, c'est de faire ton petit trou, en fait, dans le sens où moi aussi, j'ai ce projet-là, j'ai cette ambition, j'ai cette mission à impact, et j'aimerais beaucoup échanger avec vous comment faire pour grandir ensemble, en fait. Comment vous pouvez m'accompagner, vous qui êtes professionnel dans ce secteur de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, pour m'accompagner dans ce projet, le développer pour qu'on impacte un maximum de personnes. Est-ce que, je peux te demander, est-ce que ta double culture t'a influencé dans ton parcours de vie ? Maintenant, oui. Mais avant, non. Parce qu'encore une fois, je ne m'acceptais pas, je ne me voyais pas comme une femme asiatique, en fait. Je me voyais comme un être humain. Je me rappelais très bien quand on me disait donc tu es d'où ? Donc les Philippines, tu parles la langue, je disais non, alors que je le parle très bien, tu vois. Je ne l'assumais pas. Mais la double culture, c'est humain, je pense pas dans mon parcours pro, mais dans mon parcours plutôt moi, être humain, en fait, dans le sens où du coup je suis vachement plus ouverte d'esprit. Sensible aussi à des causes. Aussi à la différence, tu vois, et à des causes, ouais, tout à fait. Je suis vachement plus ouverte là-dessus, quoi. Mais c'est plutôt le côté humain qui m'a impactée et pas le côté pro. Dans le pro, ma double culture ne m'a pas du tout aidée, non. Pas que dans le pro, en fait, dans ton parcours de vie, ça peut être aussi dans les valeurs aujourd'hui que tu as, tu vois. Ouais. Peut-être que la culture philippine, c'est une culture du partage où il y a de la diversité dans la food, tu vois, ça peut t'orienter vachement dans ta façon de vivre aujourd'hui, tu vois. Ouais, complètement. Plus dans ce sens-là que oui, là, oui, du coup, ça me parle. Mais tout ce qui est, de toute façon, l'injustice, je pense que peut-être tout enfant asiatique a dû ressentir ça, l'injustice auprès de toi ou de tes parents, tu vois, de ta famille. Ça, c'est un truc qui m'a toujours révoltée. Ça peut être un truc super classique comme, tu vois, faire tes courses et comme tes parents ont un accent, et ben, on leur rigole au nez. Et ben ça, c'est un truc, ça m'a révoltée tout de suite. Donc, quand ça m'arrive maintenant et que je vois ce genre de scène, en fait, je prends la parole et j'essaie de défendre les personnes, quoi. Mais c'est pas tous les jours facile, hein, parce que du coup, c'est une déconstruction aussi, quoi. C'est du courage aussi de le faire. Ouais, c'est de la charge, du courage, mais quand tu le fais, t'en es très très fière. Exactement. Merci beaucoup Valérie pour notre échange. Merci à toi. Je te souhaite plein de belles choses pour ton association et l'activité à venir qui encourage les jeunes générations à changer le monde. Merci beaucoup. Merci Amanda. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast a été réalisé par toute l'équipe d'Asiatitude. Amanda, animatrice, Mélanie, productrice et réalisatrice, Alice, ingénieure du son. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez lui envoyer de la force en vous abonnant, en parlant autour de vous, en nous laissant un commentaire sur Apple Podcast et une petite note, et ou des petits mots d'amour par email ou sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça nous permet de nous soutenir et surtout de faire découvrir le podcast, ses thèmes, ses invités à un maximum de monde. Alors merci beaucoup pour vos partages et à bientôt pour le prochain épisode.